Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons avec nous Monsieur Karim Majoros. Monsieur Karim Majoros, bienvenue pour participer à notre émission La Chronique Politique Voix de Fait. Bonjour ou bonsoir, Oui. même plutôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Dites, on va commencer la première question avec une question qui avait fait un peu le buzz à un moment donné, puisque la presse a beaucoup parlé de cette histoire. Vous avez révélé une affaire plutôt douteuse dans l'attribution des logements sociaux à Molenbeek et vous avez été menacé. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications par rapport à cette histoire ? Mais donc, moi je deviens échevin du logement fin 2012, il y a 4 ans maintenant. Et donc dans mes attributions, il y a aussi le logement communal. Il faut savoir qu'à Molenbeek, le logement communal, c'est du logement social en fait. C'est destiné à des personnes qui ont très peu de revenus, des revenus similaires à ceux du logement social. Donc vraiment des gens qui auraient du mal à se loger sur le marché privé. Et avec des niveaux de loyer qui sont si bas. Donc ça permet de faire en sorte que les personnes se logent mieux dans de bonnes conditions. Et nous avions à l'époque un peu moins de 300 logements. Et assez vite, sur ma table, arrive une série de rapports signés de mes prédécesseurs qui montrent qu'en fait, une bonne partie des logements, plus ou moins un logement sur 6, sont occupés par des personnes qui gagnent plus que le plafond du logement social. Et parfois même depuis le moment où on leur a attribué le logement, ce qui pose évidemment beaucoup de questions puisque de nombreuses personnes n'arrivent pas à se loger sur le marché privé correctement, en se disant certains arrivent pas à se loger et puis d'autres habitent un logement communal social. C'est une injustice qui est profonde et donc il a fallu un peu mettre les mains dans le cambouis et faire en sorte d'appliquer le règlement qui existait déjà et qui disait que ces logements qui ont été subsidiés par la région ou par d'autres pouvoirs subsidiants devaient être occupés par des personnes avec des revenus assez bas. Et donc c'est la raison pour laquelle à l'époque j'ai dû annoncer publiquement que nous avions un problème, que ce problème était déjà en fait connu depuis plusieurs années. Il a fallu quantifier le problème, se rendre compte qu'un logement sur 6 en fait, un logement de bonne qualité était loué à des personnes qui avaient des revenus qui leur permettaient aisément de se loger sur le marché privé. Et puis donc il a fallu annoncer aux personnes que à la fin de leur bail, donc pas tout de suite, mais à la fin du bail, après 3 ans ou 9 ans, eh bien leur bail ne serait pas renouvelé et qu'elles devraient se reloger sur le marché privé. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation-là sont même venues me remercier après en disant finalement on a pu devenir propriétaire parce qu'on avait les moyens de le faire. Et vous nous avez un peu mis, entre guillemets, un coup de pied au derrière pour nous permettre de réaliser ce rêve-là, de bouger et laisser la place à des personnes qui en avaient besoin. Voilà, donc c'est clair que derrière, il y avait une forme, parfois dans certains cas, de clientélisme politique qui avait été menée sous de précédentes mandatures. Et soit en attribuant le logement, soit en faisant en sorte que des personnes qui n'étaient plus dans les conditions continuent, après la fin de leur bail, à se retrouver dans ces logements-là avec un loyer vraiment très très bas, alors qu'elles aient les moyens de se loger sur le marché privé. Eh bien, il a fallu mettre fin à cette situation pour permettre à d'autres personnes de se loger. Et les autres personnes, ce sont des gens qui parfois attendent depuis 10 ou 15 ans un logement social ou vivent dans des logements qui sont en très très mauvais état, des logements insalubres, des logements qui sont trop petits pour leur famille. Et donc, il y avait une grande volonté pour ces personnes d'avoir une réponse publique et finalement d'avoir un logement communal, social. Et donc, il a fallu faire ce travail qui n'avait pas été fait précédemment, ce qui ne nous empêche pas aussi de créer d'autres solutions de logement pour d'autres types de publics à Molenbeek, puisqu'il y a de la place quelque part pour toutes les catégories, de gens qui ont vraiment très peu de revenus, d'autres qui ont des revenus un peu plus importants, mais en tout cas chaque logement qui était subsidié par à un moment donné la région ou le fédéral comme un logement social doit être occupé par des ménages qui ont des
des revenus qui sont limités de toute manière. Et les menaces que vous avez reçues donc, vous ont quelque part encouragé à continuer votre travail de la même manière, avec le même dynamisme, ou un petit peu découragé par rapport... Non, ça m'a pas découragé, ça m'a un peu impressionné, ça m'a un peu choqué à l'époque. C'est jamais agréable de recevoir ce type de menaces. Donc, la réponse à l'époque, c'était de déposer plainte, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé du tout, et avec l'administration, on a appliqué le règlement tel qu'il était, on l'a même renforcé, et on ne s'est pas laissé impressionner par ce type de menaces, que du contraire. Depuis votre mandat en tant qu'échevin, donc vous avez, et pour la première fois d'ailleurs à Molenbeek, mis en place un logement social de 6 chambres, mettant à terme en fait une très longue attente de logements adaptés pour des familles molenbeekoises. Comment vous avez pensé justement à ce genre aussi de difficultés chez des familles nombreuses? Alors on voit très bien que les familles nombreuses qui sont quand même souvent présentes à Molenbeek attendent souvent pendant beaucoup plus longtemps que les autres familles. Et ça crée finalement une inégalité importante entre les familles. On peut dire quelqu'un qui cherche un logement de petite taille, un logement public de petite taille, va attendre une durée très importante déjà, par exemple de 8 ans, et un ménage qui a besoin d'un logement 5 chambres ou 6 chambres, il va attendre parfois 16 ou 20 ans. Donc il faut pouvoir rétablir un certain équilibre, et ça veut dire faire en sorte de construire parfois un peu moins de logements dans la même surface, mais des logements qui sont plus adaptés aux familles. C'est la raison pour laquelle on était assez content d'ouvrir lors de cette mandature-ci un logement 6 chambres. C'est pas spécialement pour une famille extrêmement nombreuse, il suffit en fait d'avoir une famille avec par exemple un couple et 4 enfants, plus encore un grand-parent qui se trouverait là, 4 enfants adolescents par exemple qui ont besoin d'avoir un espace pour étudier et se développer finalement. Et donc on doit pouvoir aussi répondre à ce type de demande. Là, les gens attendaient depuis 20 ans. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plusieurs centaines de ménages qui attendent des logements 5 ou 6 chambres à Molenbeek, et souvent qui attendent depuis très très longtemps, et on a parfois tendance à dire que finalement les enfants quittent le ménage avant même qu'un logement ait été attribué, ce qui est quand même un gros problème. Et puis alors on a énormément de personnes qui habitent déjà un logement social, mais un logement social qui est trop petit, et pour lequel parfois ils attendent pendant des années et des années une mutation. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est que pour l'ensemble des opérateurs communaux ou régionaux, on demande que dans tous les nouveaux projets, que ce soit de construction ou de rénovation, on ait au moins la moitié des logements qui soient des logements de 3 chambres et plus. Donc on a fixé au début de la mandature, à travers un plan communal du logement qu'on a appelé le contrat logement, dont on avait discuté avec la région, on a fixé un objectif de créer 50% de logements qui soient des logements 3, 4, 5, 6 chambres, pour essayer de rétablir cette égalité d'accès. Et donc on le fait systématiquement dans tous les projets, que ce soit avec les logements communaux, avec les logements du logement molenbeekois, avec les logements du fonds du logement, et même les logements à vendre de CityDef, qui s'appelait avant la SDRB. Systématiquement, on demande qu'il y ait des plus grands logements, au moins la moitié de logements qui soient des logements 3 chambres et plus. En se disant il faudra quelques années, même quelques dizaines d'années, avant d'avoir un patrimoine public qui corresponde aux besoins des Molenbeekois, mais on continuera à le faire. Et alors ce qu'on fait aussi, avec mon collègue échevin de l'urbanisme, c'est que quand des promoteurs privés viennent avec des projets sur leur terrain privé, que ce soit des projets de rénovation, que ce soit des projets de construction, on exige qu'ils fassent aussi un certain nombre de logements 3 chambres et plus. Donc pas seulement des petites unités, pas seulement des logements studios, 1 chambre ou 2 chambres, mais aussi des logements 3 chambres. Et donc maintenant on demande systématiquement, et depuis le début de la mandature, qu'il y ait au moins un logement sur 5, même privé, qui soit un logement de 3 chambres et plus. Okay. L'idée étant d'avoir plus de logements
qui soit adapté aux familles qu'on a à Molenbeek et que donc ça fasse baisser les prix aussi. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir le faire actuellement. Okay. La presse à un moment donné a parlé du favoritisme. Une information en tout cas clarifiée. Donc l'Ichvin molenbeekoise Sarah Turin, qui est votre collègue écolo, qui a la charge de la jeunesse et de la cohésion sociale, a décidé de se retourner vers la justice après avoir été accusé à tort de favoritisme à l'égard d'un commerçant de la commune qui se trouve être son compagnon. La quasi-totalité des conseillers communaux molenbeekois ont reçu un mail anonyme accusant l'Ichvin de la jeunesse et de la cohésion sociale d'avoir permis à son compagnon, le gérant de la charcuterie, dont je ne citerai pas le nom, d'obtenir un loyer très en dessous des prix en vigueur. Est-ce juste cette information? Est-ce que la presse a déclaré? Alors, en fait, il faut savoir qu'au début de la mandature, et donc je m'inscris en faux sur ce type d'allégation, au début de la mandature, donc moi je suis aussi échevin des propriétés communales, donc pas seulement des logements, mais aussi de certains locaux commerciaux. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune procédure d'attribution des locaux commerciaux. C'était un peu au gré du vent, on ne sait pas très bien comment c'était attribué. Toujours est-il qu'il n'y avait absolument pas d'appel d'offres, c'était attribué un peu suivant le bon vouloir des précédents échevins, du précédent collège, qui avait peut-être des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas ces raisons n'étaient pas explicites. Et donc on a aussi créé, à mon initiative et avec le soutien de tout le collège, on a créé un organe indépendant, donc sans pouvoir politique, pour décider de quel type de logement, de locaux commerciaux il fallait disposer, quel était le type d'offre intéressante, est-ce que ça doit être de l'ORECA ou autre chose qu'on souhaitait, quels étaient les prix qui devaient être réalisés, et on a chargé cet organisme, donc cette commission d'attribution des locaux commerciaux, qui est un comité indépendant, de lancer des appels d'offres, de fixer les prix, de négocier avec les commerçants. Et pour ce local, c'était le premier exemple qui a existé à Molenbeek. À savoir qu'ils ont fixé des tarifs qui étaient des tarifs pas très éloignés de ceux du marché. Donc, en l'occurrence, celui dont on parle était à 6 ou 7 euros du mètre carré, alors que le marché était à 10 euros. L'idée de la commune n'est pas de tirer les prix vers le haut, que du contraire, mais de permettre aussi l'émergence de certains projets. En l'occurrence, c'est cette commission qui est composé de fonctionnaires, donc du service économie, du service des propriétés communales, d'Atrium, qui est un organe indépendant de la région spécialisé dans le commerce, qui a étudié les dossiers. Et ils ont lancé un appel à candidature publique. Ils ont vérifié les business plans des différents commerçants, et en l'occurrence ils ont choisi ce commerçant parce qu'il proposait quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire une boucherie, un salon de dégustation, une charcuterie, un salon de dégustation de produits bio halal qui viennent d'Andalousie, avec une série d'assortiments de salades, de quiches, etc. Quelque chose qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas en fait à Molenbeek. Et donc il n'y a pas eu du tout de favoritisme. D'ailleurs, en l'occurrence, ma collègue, quand cette décision a été prise, on a simplement entériné la décision de la commission indépendante, donc sans rien y changer. C'est elle qui avait fixé le nom du lauréat de cet appel, c'est elle qui avait fixé les prix, c'est elle qui avait proposé le bail, c'est le service indépendant qui l'avait fait, sans aucune intervention politique, et pour être sûr qu'il n'y ait absolument rien à redire, de toute manière, étant donné qu'elle avait un lien avec cette personne, elle n'a même pas participé à cette décision de collège, qui ne faisait qu'entériner des choses. On a lancé beaucoup de choses, mais la vérité, c'est que c'était justement une procédure qui était très transparente et qui, aujourd'hui,
permet d'avoir une rentrée importante pour la commune, bien plus importante que celle qu'on avait par le passé. Le local était d'ailleurs vide et depuis de nombreuses années avant qu'il soit attribué, qui permet de diversifier l'offre commerciale. Et ça va faire 2 ans que c'est ouvert et ça fonctionne très bien pour la plus grande joie des gens. Mais toutes ces décisions sont parfaitement transparentes et ont pu être vérifiées par l'ensemble des conseils communaux, mais aussi la région qui vérifie toutes les décisions qu'on prend et qui avait demandé comment le loyer avait été calculé. Ça avait été fait de manière très transparente. En fait, le loyer qui était proposé était même 2 fois supérieur à des loyers de surface commerciale similaires qui appartiennent aussi aux propriétés communales dans la même rue, donc la chaussée de Gand en l'occurrence. Donc il n'y avait vraiment rien d'anormal là-dedans que du contraire. Dans le centre historique de la commune de Molenbeek, le triangle Brinfo, Saint-Martin, la rue Fin, etc. est souvent stigmatisé parce qu'il compte 95% de logements sociaux, plus ou moins. Vous avez déclaré que vous allez mettre en place des projets qui vont permettre à la fois d'améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer la mixité sociale. Quels sont les projets que vous avez pu mettre en place justement pour essayer de créer cette mixité sociale? Alors, la première chose sur le quartier Brinfo, c'est la rénovation de la tour Brinfo. Ça fait déjà 20 ans que les habitants réclamaient qu'elle soit rénovée et avec les partenaires régionaux de la Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale, le logement molenbeekois, quartier, on a décidé de rénover entièrement cette tour. Donc pas de l'abattre, mais de la refaire de fond en comble en gardant la structure. Elle va permettre d'accueillir des familles nombreuses, vraiment en se calquant sur les besoins des familles qui ont quitté la tour. Donc on a regardé qui étaient les personnes qui y habitaient. Souvent il manquait de chambres, le logement était trop petit et donc là on va avoir un nombre de logements pratiquement similaire à une unité en plus. On va légèrement élargir l'espace et monter de 5 étages. De telle manière à ce que les logements correspondent aux besoins des familles. Les logements seront beaucoup plus agréables avec des surfaces beaucoup plus importantes pour pouvoir se divertir, étudier, vivre simplement, beaucoup plus de lumière aussi. Des économies de chauffage très importantes de plusieurs centaines d'euros par logement, et ça aussi c'est écologique mais c'est aussi économique pour les personnes qui vont y vivre. Donc c'est clair que ça, déjà la rénovation de la tour Brinfo va changer le regard que les gens auront sur leur quartier. On va aussi refaire l'espace public tout autour de la tour Brinfo. Et puis, il y a un autre projet qui, lui, est privé, de reconversion des imprimeries Hayé. C'était un chancre depuis déjà quelques années. Et là, il va être reconverti en des logements qui seront des logements privés. Du coup, on va passer de 95% à 85% de logements sociaux. Puisqu'il y a 700 logements en fait dans cette partie-là du centre historique de Molenbeek, avec effectivement très peu de diversité. Alors on a vu qu'il y a l'Espoir qui est venu proposer des logements sociaux acquisitifs avec un projet intéressant, un bâtiment très coloré, passif, vraiment un bel exemple. Il y a des logements de propriété communale, des logements du fonds du logement, mais ce sont tous des logements sociaux. Donc ce que j'ai proposé, c'est que vous savez, la commune est en train de produire bon nombre de nouveaux logements, plusieurs centaines de nouveaux logements avec des partenaires régionaux. Ce sont des logements à la fois sociaux et moyens, histoire de permettre aussi à des personnes qui ont beaucoup, aiment leur quartier, mais ont des revenus parfois plus importants, de continuer à vivre dans leur quartier, même des personnes qui auraient trouvé du travail à un moment donné, qui seraient entrées dans la vie active, etc. Ces personnes doivent aussi avoir une réponse publique et donc doivent pouvoir continuer à habiter le quartier, même en étant dans les conditions, cette fois-ci, un peu plus élevées du logement moyen. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces logements-là qu'on crée dans différents quartiers de Molenbeek, ces logements sociaux et moyens, on puisse les faire glisser pour améliorer la mixité sociale dans chaque quartier. Alors améliorer la mixité sociale dans le haut de la commune, de l'autre côté de la ligne de chemin de fer,
dans le quartier Condor, Metoui, Mactennes, etc. C'est important, ça veut dire qu'il faut y créer aussi des logements sociaux. On met à disposition des terrains communaux pour pouvoir le faire. On voudrait que les logements moyens qu'on crée aussi à cette occasion-là puissent à un moment donné glisser vers le quartier Brinfo pour faire en sorte d'avoir une plus grande diversité finalement dans chacun des quartiers. Puisque les Molenbeekois, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est qu'à un moment donné, ils ne soient pas enfermés dans des cases et qu'en fonction du quartier où ils habitent, on ne puisse pas se dire ils sont riches ou plus ou moins riches, ou pauvres ou plus ou moins pauvres, mais simplement qu'ils puissent se dire simplement ils habitent un quartier qui est agréable à vivre. Et donc voilà, l'exemple du quartier Brinfo, c'est un appel à la région qu'on lance et à la ministre du Logement pour pouvoir faire en sorte de progressivement, quand des personnes quittent un logement dans ce quartier, on puisse les remplacer par des personnes qui puissent avoir un peu plus de moyens. On parle de quelques dizaines de logements qui pourraient être changés progressivement, naturellement. Donc il suffit finalement d'attendre que une personne déménage parce qu'on l'a fait glisser vers un logement qui est enfin adapté à la taille de sa famille, pour pouvoir à ce moment-là renforcer la mixité concrètement en permettant à une famille qui a parfois un peu plus de moyens de venir habiter là. C'est une mixité sociale que auquel tout le monde aspire à Molenbeek, dans tous les quartiers. Avoir un toit, pouvoir se loger dignement et surtout jouir d'un véritable domicile constitue souvent la porte d'entrée d'un processus d'intégration, de réinsertion dans la société. Et ça permet aussi à la personne d'être à l'aise en fait et de trouver ses repères. Qu'est-ce que Karim Majoros fait justement pour la personne sans domicile fixe au niveau de Molenbeek? Alors pour les personnes SDF, on a lancé un projet pilote avec des associations, les associations infirmiers de rue, le SMES, pour faire en sorte de pouvoir insérer des gens directement via le logement. On a l'habitude de voir à chaque hiver qu'on ouvre des grands centres un peu partout, notamment avec le SAMU social ou d'autres maisons d'accueil. Et finalement, on accueille les gens pour la nuit. Donc elles arrivent vers 5 ou 6 heures le soir et doivent repartir le lendemain après le petit déjeuner. Et puis elles repartent dans la nature. Le lendemain, elles n'ont parfois pas de place d'ailleurs dans ce centre d'accueil. Et puis on fait ça uniquement en hiver et puis le problème se reproduit. Là, ce qu'on a voulu faire avec les associations qui nous ont approchés, c'est de pouvoir donner des logements directement aux personnes avec un accompagnement social intensif. C'est-à-dire, on leur donne directement, alors qu'elles sont dans la rue depuis des années, dans de grandes difficultés, un logement à louer. Elles se remettent en ordre, donc elles reconquièrent des papiers d'identité parce que souvent elles les ont perdus, elles se réinscrivent au chômage ou au CPS, et puis elles rentrent dans un processus de formation de manière à récupérer déjà de la dignité, parce que c'est clair que quand on dort dans la rue, c'est difficile de pouvoir avoir cette dignité. Et puis avec une série de professionnels qui viennent de l'association, elles sont accompagnées pour retrouver une santé correcte, pour pouvoir réfléchir avec des psychologues ou des médecins pour régler l'ensemble de leurs problèmes de santé mentale, mais de santé physique également, avec des personnes qui peuvent les aider à sortir de l'alcoolisme ou de la drogue quand il y a des problèmes de ce type-là, avec tout un accompagnement complet qui permet aux personnes de se reconstruire. Et donc à Molenbeek, on a été précurseur avec l'agence immobilière sociale qui dépend de la commune, c'est la Maïs. On a commencé par 2 logements qui appartenaient à la commune, puis progressivement on a trouvé des logements privés qui ont été mis à disposition de ce projet. Et puis on en est à une dizaine de logements avec des personnes qui rentrent d'abord pour quelques mois, qui se stabilisent et finalement auxquels on donne un logement avec un bail de 9 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a lancé ce projet avec les différentes associations qui font ce projet de Housing First, donc le logement d'abord. Et on constate que on a un taux de réussite, en tout cas jusqu'à présent, de 100%, ce qui est extraordinaire. Et en plus, ce qui est moins cher que tous les processus d'accueil en centre de nuit, juste pour une nuit en fait. Parce que ce contact permanent est la clé de la réussite. Donc voilà, on est très content
content de voir que ça se passe aussi dans d'autres communes maintenant et que finalement ce qui était novateur au début de la mandature, maintenant commence à se retrouver dans d'autres communes et on commence à avoir cette approche qui devient plus générale. Vous avez fait en sorte aussi de baisser les tarifs des hôtels sociaux pour les familles qui sont privées de leur logement. Est-ce qu'il y a ce phénomène très important au niveau de Molenbeek, il est plus restreint, plus petit? Alors l'hôtel social qui existe depuis quelques années maintenant, ça va faire une dizaine d'années, c'est un endroit qui existe dans le quartier Evart, donc entre la porte de Ninove et les abattoirs d'Anderlecht, où les personnes sont accueillies dans deux cas différents, soit parce qu'elles ont subi un incendie ou un effondrement de leur maison, c'est assez rare, mais une catastrophe liée à la brique, soit parce qu'elles sont victimes de violences conjugales. Souvent des femmes qui ont fait l'objet d'un mariage arrangé, voire d'un mariage forcé, qui ont très peu de contact avec d'autres amis ou de la famille ici à Molenbeek. Ou même à Bruxelles, et qui à un moment donné, étant victime de violences conjugales, décident de claquer la porte, de déposer plainte contre leur conjoint et de se reconstruire. Voilà. Et elles partent du jour au lendemain avec leurs enfants, elles sont accueillies à l'hôtel social, et là il y a tout un travail avec les assistantes sociales qui consiste à les encadrer, leur donner quelque part du réconfort, faire en sorte de pouvoir mener des procédures de séparation, de divorce, parfois récupérer le logement qui était quitté, parfois retrouver un autre logement si finalement le logement dans lequel on habitait a créé trop de souffrance et ne doit surtout pas être réhabité. Ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Et puis donc on a cet hôtel social qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, et l'équipe qui est là, qui est vraiment une équipe de grande qualité, a constaté que les tarifs qui étaient proposés depuis le départ étaient parfois un peu trop importants, et que c'était parfois un frein pour certaines personnes de franchir le pas, de dénoncer cette situation et de se reconstruire en quittant une famille ou un mari parfois violent. Et donc on a abaissé, il y a un peu plus d'un an, on a abaissé les tarifs pour faire en sorte que ce ne soit plus un obstacle. Et voilà, l'idée de la commune n'a jamais été de gagner de l'argent là-dessus, l'idée c'est vraiment de rendre un service. Et c'est clair que l'hôtel social est complet, je dirais à 90% toute l'année, et la plupart du temps c'est pour des personnes victimes de violences conjugales, c'est vrai. Votre priorité aussi a été en fait pendant votre mandature, donc la lutte contre les logements insalubres. Et comment vous agissez par rapport en fait à ces problèmes des logements insalubres sur la commune de Molenbeek? Oui, alors il y a énormément de personnes qui sont un peu piégées par leurs propriétaires, qui quelque part profitent de leur précarité, profitent de phénomènes de discrimination. On sait bien que c'est pas évident de louer un logement quand on a des revenus du CPS ou qu'on vient d'un autre pays, qu'on est originaire d'un autre pays. Beaucoup de propriétaires malheureusement refusent de louer des logements, ou encore quand on est une famille nombreuse. Et c'est clair qu'il y a des propriétaires, une minorité de propriétaires qui profitent de la situation pour louer des taudis, des logements qui sont dangereux pour les personnes. Voilà, on parle de plafonds qui risquent de s'effondrer, d'électricité qui risque de provoquer un incendie et de provoquer le décès des personnes. On parle de gaz carboniques qui ne sont pas bien évacués et qui risquent à un moment donné d'intoxiquer les personnes. Donc des situations qui sont quand même très, très dangereuses. Et donc dès le début de la mandature, j'ai fixé comme objectif une réduction de ce phénomène de logement insalubre. Donc on travaille avec la cellule logement, qui est un service communal, dont on a renforcé les moyens humains au début de la mandature. Il y a plus de personnes qui travaillent qu'auparavant. Eux convoquent les propriétaires
de telle manière que les propriétaires fassent des travaux. Le but n'est pas de fermer les logements, mais de faire en sorte que des travaux puissent être faits. Et ce n'est pas toujours des travaux qui nécessitent la fermeture du logement. La plupart du temps, c'est des travaux qui nécessitent un peu de bonne volonté de la part des propriétaires, mais qui souvent ne sont pas attentifs finalement à ces questions-là et ont parfois tendance à dire à leurs locataires, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous partez. Mais bien sûr, les locataires ont des droits, ils doivent simplement avoir le courage parfois de se faire épauler pour les faire reconnaître. La cellule logement convoque les propriétaires. Au début de la mandature, il y en avait 1 sur 2 qui venaient au rendez-vous. Maintenant, on est à 75 ou 80%. Donc, c'est très encourageant. D'autant qu'on a maintenant une collaboration depuis 2013, depuis le début de la mandature, avec d'une part le CPS sur le volet social et la police sur le volet répressif, mais aussi tous les services communaux, donc la cellule logement, l'urbanisme, le service population, pour faire en sorte d'identifier les logements qui sont concernés et puis de s'échanger des informations pour faire en sorte que quand il faut réprimer ce type de comportement de marchand de sommeil, par exemple, on puisse faire des constats et faire en sorte de les faire remonter au parquet. Une autre action a été, au début de la mandature, mais ça a encore été renforcé par la suite, finalement de doubler les taxes sur les logements insalubres. Ce sont des taxes que les propriétaires payent. On était à 1 500 € par logement et par an. On est maintenant à 2 000 € dès la première année et même 3 000 € par logement dès la deuxième année. L'idée étant de faire en sorte que ce ne soit plus rentable pour les propriétaires de ne pas faire de travaux et de faire en sorte qu'ils fassent des travaux pour finalement garantir une sécurité et une santé minimum aux personnes. Parce que finalement, je citais quelques exemples. Un exemple qui arrive fréquemment, c'est aussi que le logement soit tellement gorgé d'humidité que les familles sont victimes de problèmes respiratoires, que les enfants se mettent à avoir des crises d'asthme, que les champignons développés sur les murs provoquent des maladies des personnes âgées ou des personnes plus sensibles dans chacun des logements. Et donc on veut vraiment faire en sorte que ces problèmes soient vraiment traités par les propriétaires, en sachant que s'ils ont des difficultés, ils peuvent toujours utiliser des primes à la rénovation pour rénover leurs biens. Ils peuvent toujours se faire épauler par des agences immobilières sociales avec des primes plus importantes encore. Donc ils ont tout un panel de possibilités, mais finalement pour faire en sorte que notre population puisse vivre mieux dans ces logements. Parce que si on n'a pas un logement correct, c'est clair qu'on ne peut pas vivre correctement et c'est très difficile alors pour les enfants pour réussir à l'école, pour étudier. C'est très difficile de se mettre en condition pour essayer de se former et donc voilà, c'est essentiel. D'accord. Le mardi 1er décembre 2015, l'association Bonne Vie ouvre à nouveau son centre de prêt de thé aux habitants de Molenbeek. Donc c'est une solution solidaire relancée grâce à un subside logement de 9 000 €, je pense, octroyé par la commune. De nombreux habitants de la commune améliorent chaque jour en fait la qualité de leur maison. En fait, quelle est l'utilité ou l'objectif général de ce projet? Alors en fait, le but de l'association Bonne Vie, c'est de faire en sorte que les personnes puissent réparer ou rénover leur logement eux-mêmes. Donc beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire appel à un corps de métier, un entrepreneur, quelqu'un qui puisse réparer leur logement ou le rénover. Et pourtant, ont du temps à consacrer à ça et ne demandent qu'à finalement apprendre à faire eux-mêmes les choses. Les travaux. Voilà, les travaux. Parfois c'est réparer une chasse d'eau, parfois c'est repeindre son logement, parfois c'est replafonner, parfois c'est poncer un escalier. C'est pour tous les habitants de Molenbeek. Voilà, tout à fait. Et donc l'association avait un centre de prêt d'outils, puisque souvent c'est ça qui manque. Louer des outils sur le marché privé ou encore plus les acheter, finalement c'est quelque chose qui est cher pour quelque chose qui va, pour un outil qui va ou une machine qui va rester dans les cartons, dans le grenier ou dans la cave pendant très longtemps, pendant 99% du temps, alors qu'on peut louer pour à moindre coût un outil. Et donc ce que propose Bonne Vie avec ce projet Bonne Fixe,
fixe comme réparer, c'est finalement de pouvoir prêter pour une somme modique ces appareils, mais aussi d'expliquer aux gens comment les utiliser. C'est beaucoup plus écologique que d'acheter des choses qui finalement vont servir quelques heures et puis ne plus être utilisées par la suite. C'est aussi plus économique pour les personnes. Donc le subside que j'ai pu proposer avec l'ensemble du collège des bourgmestres échevins à l'association Bonne Vie, il a permis de racheter des outils de bonne qualité pour en avoir suffisamment pour pouvoir aider les personnes qui le souhaitent. Et donc voilà, si ça intéresse des gens, il faut qu'ils aillent sur internet en tapant Bonne Vie centre de prêt ou qu'ils se rendent rue Bonne Vie juste à côté du parc Bonne Vie pour louer le matériel. Pour louer le matériel, et vraiment je leur conseille de le faire parce que c'est peu onéreux et ça permet vraiment d'améliorer leur logement. Une histoire récemment aussi à Molenbeek, donc la sortie du livre Entretien à Molenbeek, donc de l'échevine écolo Groen de la commune bruxelloise, qui a provoqué la colère de l'opposition socialiste. Dans cet ouvrage paru récemment, sous forme d'entretien avec un sociologue italien, elle déclare vouloir en finir avec certains tabous de la gauche. Et il aborde aussi les sujets sensibles comme le communautarisme de certains quartiers, le regroupement familial, les systèmes d'allocation familiale, etc., le repli identitaire, le parcours d'intégration. En tout cas, il a abordé énormément de sujets. Quelle est votre positionnement, vous, par rapport en fait à ce livre, et en sachant très bien que c'est votre partenaire écolo? Nous sommes très embêtés par ce livre d'Annalisa Gadelletta, en ce sens qu'elle ne nous a pas demandé notre avis avant de le publier. Vous le savez pas? Non, du tout. Donc on n'a pas eu connaissance de ce livre, sauf quand il est sorti. Ouais. Et c'est clair que certains propos tenus dans ce livre-là sont choquants pour toute une série de personnes, et donc nous on lui a demandé, que ce soit ma collègue Sarah Turine, mais aussi en fait l'ensemble de la locale écolo francophone, lui a demandé de pouvoir reconnaître que ça avait blessé des personnes et faire en sorte de pouvoir à un moment donné s'excuser par rapport à cette polémique qu'elle a créée et certains propos de son livre. Et donc voilà, la balle est dans son camp actuellement. Ça a en tout cas jeté un grand froid entre Écolo et Groen à Molenbeek, ce qui est très étonnant puisque jusqu'à présent on travaillait correctement. Oui, c'est ça, en fait, tout à fait. D'autant que voilà, ma collègue Groen, elle s'est arrangée en tant qu'échevine du bien-être animal pour que la fête du mouton puisse être organisée correctement chaque année. On a par ailleurs toute une série d'initiatives en tant qu'écologiste au sein du collège pour faire en sorte d'améliorer nos quartiers. Il n'y a pas de tabou, ça il faut se le dire. On parlait de mixité sociale il y a un instant, voilà, nous on est du côté des solutions. Quand ma collègue Sarah Turine organise pas plus tard que ce samedi un repas interculturel avec les associations qui fêtent finalement Noël dans la mosquée El Khalil, oui, tout à fait. C'est un symbole très fort qui montre qu'on peut rapprocher les communautés. Et justement, la réaction. C'est ça qu'on veut faire finalement, c'est créer des ponts entre les gens, faire en sorte d'avoir une meilleure mixité sociale, pouvoir faire en sorte de travailler sur l'émancipation des gens dans les quartiers, mais créer un dialogue avec eux. Et malheureusement, ce livre-là, amené comme ça, il va à l'encontre de tout ce qu'on fait pour l'instant. Donc voilà, on ne peut que le déplorer, malheureusement. Et la réaction des Molenbeekois par rapport à Écolo, disons, par rapport au fait, justement, à votre électorat, etc., qui vous suivent et qui vous soutiennent, qui vous supportent, comment ça a été beaucoup de gens, les Molenbeekois, comme ceux qui soutiennent Écolo en général, beaucoup ont été choqués par ce livre. Ils n'ont pas compris, d'autant en connaissant la personnalité de ma collègue et tout ce qu'elle a déjà mis en place, en fait, qui vont
à l'encontre de ce qu'elle explique. Tout ce que vous avez fait comme travail, voilà, tout ce qu'on a cité précédemment. Donc les gens ont été choqués, et d'autant qu'en fait, on a plutôt l'habitude d'être du côté des solutions plutôt que des problèmes. En fait, il n'est pas nécessaire de décrire de manière parcellaire, en plus, une série de problèmes pour pouvoir apporter des solutions. Et la construction de logements sociaux moyens, la production d'un premier community land trust, une série d'initiatives de dialogue interculturel, la création d'une académie de quartier, la création d'une amélioration des quartiers par la mise en place de potagers collectifs. Enfin, ce sont toute une série d'initiatives qui ont été mises en place et qui améliorent plutôt les quartiers, améliorent le vivre ensemble. Et donc, voilà, c'est un moment difficile, en tout cas pour l'instant. Mais j'espère qu'on pourra à un moment donné sortir par le haut. Et j'espère surtout, je le lui ai dit d'ailleurs, que ma collègue pourra à un moment donné recréer un dialogue avec la population, une partie de la population qu'elle a choquée. Parce qu'en fait, il n'y a aucun tabou. Et il y a beaucoup de gens qui veulent aussi rentrer en dialogue avec elle, et donc maintenant c'est ce qu'il faut qu'elle réussisse. Mais le livre qu'elle a produit était une initiative qui n'était pas concertée et qui maintenant doit pouvoir être dépassée. Donc voilà, on le lui a dit, on le lui a dit très clairement, la locale écolo le lui a dit, et donc maintenant on espère qu'elle puisse prendre les bonnes décisions. Oui. Récemment, Catherine Moreau a déclaré ici, sur ce plateau-ci, que le majorat molenbeekois ne lui échappera pas en 2018 et que le PS reviendra à la tête de cette municipalité. Que vous inspire une telle déclaration? Mais quel est le projet du PS de Molenbeek? C'est de prendre le pouvoir ou c'est de réaliser une amélioration de Molenbeek? Parce que la question, c'est pas une question de personne, c'est pas une question de parti, c'est finalement qu'est-ce qu'on propose. Donc si le projet de Catherine Moreau, c'est de reprendre le pouvoir, moi j'ai envie de dire, ok, mais pourquoi faire? Donc c'est ce que j'attends qu'elle puisse nous dire. Et ce qu'il faut qu'elle comprenne aussi, c'est que son parti représente, aux dernières élections en 2012, en ayant eu le majorat, représentait 30% des voix. Avec 30%, ça ne va pas lui suffire à faire une majorité. Donc à un moment donné, quel pont elle essaie de créer avec les autres partis? Je doute qu'elle ait 50% des voix et donc qu'elle ait la possibilité de gouverner seule à Molenbeek. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle puisse, si c'est vraiment son souhait, être aussi constructive par rapport à l'action de la majorité, en sachant que il y a une série d'avancées qui sont là et que souvent la moindre avancée qu'on puisse faire, qui est reconnue par la population, est systématiquement critiquée de manière stérile par l'opposition. Donc moi j'attends à ce qu'elle puisse discuter de son programme, parce que si son programme c'est de reprendre le majorat, je ne pense pas que ça va convaincre les Molenbeekois. Okay. Un an, plus ou moins 2 ans du scrutin 2018, vous pouvez vous nous dire si les relations au sein de votre majorité se trouvent au beau fixe et quels sont les chantiers que vous n'avez pas encore pu réaliser ou pu commencer en fait à élaborer ou à mettre en place. Alors, d'abord, tout ce qu'on a pu faire, il y a énormément de choses qui ont été réalisées depuis le début de la mandature. Voilà, je comptais, je suis chef du logement, j'ai sans doute tendance à parler aussi beaucoup de mes matières, mais il y a 720 solutions de logement qui ont été proposées depuis le début de la mandature, déjà d'aujourd'hui, aux Molenbeekois, que ce soit des logements communaux, du logement molenbeekois, de nouveaux logements du fonds du logement, que ce soit des logements d'agences immobilières sociales, que ce soit le premier community land trust permettant à des gens avec des revenus très modestes de devenir propriétaires dans une démarche participative, que ce soit des prêts du fonds du logement. On a vraiment du concret qui a été créé et on le voit dans tous les quartiers, que ce soit du côté de Candris-le-Maire dans le haut de Molenbeek, que ce soit Lavoisier qui va bientôt ouvrir juste en face du stade, que ce soit à la chaussée de Gand juste à côté de la place communale, que ce soit encore le long du canal, dans le quartier Evart, rue de Liverpool. Il y a énormément d'exemples qu'on peut indiquer. On a aussi, je parlais du quartier Evart, juste en face, vous avez une école d'immersion qui a été créée.
une école où les francophones peuvent apprendre le néerlandais pendant plusieurs heures par semaine avec un prof qui leur donne cours de mathématiques ou de géographie, mais en néerlandais. Ce sont des projets qui vont vers l'émancipation dans des quartiers populaires qui sont extrêmement positifs. On a aussi renforcé la lutte contre la spéculation immobilière. On a aussi développé toute une série de projets pour la jeunesse. Le pôle jeunesse qui a été ouvert il y a quelques jours, c'est finalement le premier lieu créé pour les adolescents, par les adolescents, là où il y avait précédemment très peu d'initiatives, sauf pour les enfants. Donc là, ce sont des projets qui sont intéressants. Avec l'EMR et le CDH, et le GIC, je considère qu'on arrive à faire un travail qui est quand même intéressant. En tout cas, moi je constate que beaucoup de nos priorités sont en train de devenir des réalisations. C'est pas seulement sur papier, mais c'est du concret et les gens peuvent l'observer. Alors on n'a pas tous le même avis, sinon d'ailleurs on serait dans le même parti et ce n'est pas le cas, mais on arrive à faire un travail qui est constructif. On est aussi en train de redresser cette commune, parce que je dois dire que, pour prendre une image, on nous avait un peu savonné la planche. Les finances communales, elles étaient dans un état qui était quand même lamentable. Les caisses avaient été vidées avec des projets qui n'avaient pas été budgétés, donc il a fallu payer par la suite. Et ça, je dirais, c'est le plus grand défi qu'on a maintenant, c'est d'arriver à retrouver une situation normale qui nous permette d'aller de l'avant. Stabilisation. Stabiliser les finances, stabiliser le personnel qui fait un travail formidable, mais qui doit pouvoir travailler dans de meilleures conditions, en sachant dans quel cadre il travaille, en sachant ce qu'il a à faire, pourquoi il le fait. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on progresse, mais c'est un travail de longue haleine et il faudra encore de nombreuses années avant d'y arriver. Alors Karim Majoros, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait réfléchir à demain. Pour vous, Dieu est une question personnelle. Être un homme politique aujourd'hui, c'est être à l'écoute et réfléchir au développement durable. La Belgique de demain sera meilleure, je l'espère, et en tout cas je ferai tout pour. Karim Majoros, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.